Parfait. Du coup, bonjour à tous, nous allons commencer ce séminaire et les autres personnes vont nous rattraper au fil de l'eau si besoin. Donc, pour rappel, c'est une découverte de la ludification. Donc on va parler d'agilité, on va parler d'UX, on va parler de serious game, on va parler d'innovation et de quelques petites autres choses. Alors, pendant que Grégoire se lance, si vous avez des questions au cours de la présentation, et ben voilà, c'est parfait. Je laisse Grégoire terminer. Donc il faut savoir que tous vos micros sont coupés pour tout le monde. Ça va permettre de faciliter l'écoute pour tout le monde. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou en privé à Maxime qui lui va les récolter et me les refera passer au moment opportun. Pour vous aider, il y a aussi une petite barre de progression qui va suivre le fil de l'eau. Donc, pas de souci, il n'y a pas de numéro de slide, mais il y a une barre de progression. Au planning de ce webinaire, on va tout d'abord parler des principes de base qui concernent la ludification, histoire que tout le monde soit d'accord sur ce que ça veut dire et ce que ça implique. On va passer sur l'intérêt de la ludification sur les formations, puis dans les ateliers de travail au quotidien, et enfin sur l'expérience utilisateur, donc du coup auprès de vos produits ou de vos services. Mais avant tout, il y a un petit challenge. Saurez-vous compter le nombre total d'icônes différentes qui seront utilisées lors de ce webinaire? Alors pour info, ceci est la septième. Donc je vous laisserai faire très attention sur les différents slides. Il y a un certain nombre de pictogrammes qui vont être présents. Essayez de les compter, de compter ceux qui sont différents. C'est votre petit challenge pour l'heure à venir. Pour commencer sur les principes de base. Tout d'abord, qu'est-ce que la ludification? C'est le transfert des mécaniques et des éléments de jeu à des domaines non ludiques. Donc, comme on disait dans le plan, on va parler des situations d'apprentissage, de travail ou de design de produits qui sont ce qui vont nous intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, le principe de la ludification, c'est de s'appuyer sur la prédisposition humaine au jeu pour obtenir l'attention du cerveau. Globalement, on va jouer sur énormément des émotions pour raviver les personnes et faire que ça marche comme il faut. Donc, la gamification va se baser tout d'abord sur des mécanismes de jeu. Ces mécanismes, ils répondent à des dynamiques. Donc les dynamiques, on est lié sur des aspects émotionnels ou comportementaux ou des désirs de nos utilisateurs. Et du coup, les mécaniques vont implémenter et répondre à ces dynamiques. Et ils vont aussi se décliner en différentes composants. Donc là, ça sera vraiment ce que vous allez avoir sur les applications, par exemple, ou ça pourrait être des jeux de cartes ou autre. C'est vraiment comment est-ce que ça va se décliner matériellement dans la réalité. L'objectif étant d'influencer nos utilisateurs, et il faut savoir que nos utilisateurs ont différents profils potentiels, donc ça peut être intéressant d'utiliser différents mécanismes à bon escient en fonction de ces différents profils. Donc tout d'abord, quelles sont les différentes dynamiques de jeu? Il y en a 8 principales, c'est pas les seules mais c'est les principales, que sont la compétition, la collaboration, la notion de communauté, l'aspect de collection, c'est-à-dire engranger le plus de choses, les réussites, l'aspect de surprise, c'est-à-dire d'avoir des choses qu'on ne s'attendait pas à avoir, l'exploration et le progrès. Donc là, on parle de progrès au sens de sentiment personnel, le fait de savoir qu'on est en train de progresser. Pour les mécanismes de jeu, là, je vais vous présenter les 10 principaux. Le premier, c'est un des plus classiques, c'est les points. Alors, ils vont servir soit à définir des statuts, ça peut définir aussi des priorités. Ça peut aussi être utilisé pour convertir en achat de produits. Globalement, on est lié à tout ce qui est réussite et progrès. Le second, c'est les niveaux qui vont permettre, entre autres, sur des éléments qui vont être sur du long terme, de fixer des jalons et d'aider les personnes à s'y accrocher. Donc, pareil, toujours ces dynamiques de progrès et aussi de collection. On a aussi les missions qui vont être extrêmement intéressantes pour donner des objectifs à atteindre et donner aussi des sentiments d'accomplissement à nos utilisateurs. Les badges, eux, sont beaucoup plus liés à des notions de maîtrise et ça permet d'avoir des indicateurs visuels des différentes compétences, par exemple, qu'on dispose. Le classement, lui, va permettre de pouvoir visualiser où est-ce qu'on en est et motiver les personnes à vouloir conserver leur avancée ou alors essayer de détrôner potentiellement les personnes qui sont devant eux. Ça fait un peu le principe du lièvre qu'on essaie d'attraper. Sur les notions de déverrouillage, c'est l'idée d'avoir différentes missions qui s'enchaînent les unes des autres, et du coup ça donne du sens à ces différentes missions. Là où on n'aurait pas forcément envie de faire 6 missions spécifiques, le fait de
pouvoir avoir des missions qui se débloquent au fur et à mesure, ça motive les personnes à ça. Donc c'est un mécanisme extrêmement intéressant. Le journal d'événements, ça va nous informer de ce qui s'est passé autour de nous. Donc ça peut nous inspirer, nous donner envie de faire pareil que ce qu'ont fait d'autres personnes. Donc on est très lié à l'aspect communautaire d'un point de vue dynamisme. Alors que l'aspect notification, c'est plutôt avoir du lien avec le jeu. Enfin, le jeu ou le produit, pour avoir envie de continuer par rapport à ça. L'aspect de quiz va permettre, lui, de tester nos connaissances et de pouvoir vérifier notre maîtrise et de voir aussi comment est-ce qu'on progresse. Et enfin, le dernier qui est la visualisation de la progression. Donc là où on a une partie qui est liée au progrès, là on est vraiment sur l'aspect de comment est-ce qu'on le visualise. C'est un mécanisme extrêmement intéressant parce que ça permet de cristalliser, d'avoir vraiment cette notion, plutôt que d'avoir juste le progrès en ressenti, on l'a en visuel. Donc je vais vous parler des différents profils d'utilisateurs. Le premier dont je vais vous parler, c'est les socialisateurs. Globalement, c'est des profils qui sont liés justement aux liens sociaux, aux aspects de relations. Avec eux, ce qui a énormément marché, c'est l'aspect d'équipe, de compétition, d'aspect de réseau social et de visibilité. On a les finisseurs, eux, qui sont beaucoup plus orientés sur la maîtrise, l'envie d'apprendre et de s'améliorer. Ils vont avoir la volonté de faire des tâches, de les finir et de permettre de réussir par rapport à ça. Les esprits libres, eux, sont beaucoup plus liés à l'expression d'eux-mêmes, des aspects d'autonomie et la volonté de pouvoir explorer. Donc globalement sur des jeux classiques, c'est ceux qui vont pas forcément faire la quête principale, ils vont plutôt se balader parce qu'ils aiment explorer ce qu'il y a autour d'eux. Donc ils ont besoin d'avoir une liberté de chemin, de la possibilité d'avoir des surprises, de paramétrer et de pouvoir débloquer différentes choses. On a les philanthropes. Eux, ils sont beaucoup plus intéressés par les aspects de sens, de but et d'enrichir la vie des autres. Ils vont être énormément axés sur les aspects d'échange, de partage et d'avoir potentiellement un produit qui répond à leur sens propre. Est-ce qu'il est aligné avec eux ou pas? Donc ça, c'est les quatre profils principaux. Il faut savoir qu'il y en a deux autres qui sont un peu plus transverses et qui se cumulent à ces deux-là. Le premier, c'est le profil de joueur. Alors, le joueur, c'est dans le sens la personne qui cherche à avoir des récompenses. Donc, lui, il va être très motivé par tout ce qui est badge, tout ce qui est expérience, tout ce qui est des aspects d'économie virtuelle et de classement. Et enfin, dernier profil, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs. Globalement, ce profil-là, il est très lié aux aspects de changement. Donc, pour eux, c'est extrêmement intéressant de pouvoir influencer votre système. Donc, que ce soit en votant, que ce soit pouvoir donner son avis pour apporter des innovations, contribuer, que ce soit garder leur anonymat. Globalement, c'est la dynamique des perturbateurs. On les appelle aussi parfois les disrupteurs. Déjà, est-ce qu'il y a des premières questions ou pas? Alors, dans le chat, il n'y a pour l'instant pas de questions. J'espère que vous avez tous pensé à compter le nombre de différentes icônes depuis le début de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Parfait. On va pouvoir passer sur la première partie de mise en application, qui est donc les aspects de formation. Donc d'un point de vue formation, si on se réfère à Maslow, il faut savoir que d'un point de vue processus d'apprentissage, on va passer par différentes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Donc globalement, on parle sur un sujet donné, on est inconscient qu'on est incompétent dessus, donc c'est une situation assez tranquille. En fait, on a notre représentation de la réalité qui est très bien et on vit très bien avec et ça nous va tout à fait. Par exemple, on est convaincu que la Terre est plate, personne n'a jamais dit l'inverse, ça nous va tout à fait. Puis un jour, vient quelqu'un qui nous démontre que la Terre n'est pas plate, mais elle est plutôt ronde. Et là, du coup, on va tomber sur des aspects d'incompétence consciente. On se rend compte que notre réalité du monde, ce qu'on se faisait de différentes choses est erroné. Et là, on est extrêmement perturbé par cet aspect-là. Là, on va essayer d'entrer dans une dynamique pour passer sur une étape qu'on va appeler la compétence consciente. Où là, avec de l'entraînement, des efforts, beaucoup de travail, on va faire attention à ce qu'on fait et l'idée c'est de pouvoir monter en compétence et on est conscient de cette compétence. Et enfin, dernier stage, c'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est devenu tellement évident pour nous qu'on se rend même plus compte qu'on est compétent sur le sujet.
Globalement, le fait que 1 plus 1 ça fasse 2, je pense que pour la plupart d'entre nous, ça paraît une évidence, on n'y pense même pas, on n'a même pas besoin de réfléchir pour cet aspect-là. Là, c'est parce qu'on est à un niveau de compétences inconscientes sur des bases de mathématiques, par exemple. Voilà. Et globalement, ça vaut pour chaque sujet. On n'a pas forcément une incompétence inconsciente sur tous les sujets ou une compétence inconsciente sur tous les sujets. En général, le changement d'un système ou autre peut faire qu'on passe d'ailleurs d'une compétence inconsciente à une compétence inconsciente. Le cas classique, par exemple, c'est des personnes qui sont très bons pour de la gestion de projet sur des éléments compliqués. Donc là où la gestion de projet classique s'applique, si jamais on passe sur des problématiques complexes, la gestion de projet classique ne marche plus. Ou du coup a beaucoup de mal à marcher et du coup on se retrouve sans s'en rendre compte au fait dans un point de vue d'incompétence inconsciente sur le sujet des sujets complexes. Si on retombait sur un sujet qui est compliqué, il n'y a pas de souci, notre compétence qu'on avait déjà acquis marche très bien là-dessus. Voici pour l'exemple. Petite citation de Benjamin Franklin. Dites-moi et j'oublierai, apprenez-moi et peut-être que je me souviendrai, impliquez-moi et je vais apprendre. Et là, c'est le premier aspect extrêmement important d'un point de vue ludification, c'est que ça va nous permettre justement d'impliquer les personnes. Donc, la prise de conscience comme premier élément. L'idée de la prise de conscience, c'est vraiment qu'on est en train de passer du statut d'incompétence inconsciente au niveau d'incompétence consciente. L'idée, c'est pour ça, c'est qu'on va devoir sortir de ces idées reçues. Généralement, ce qui peut être intéressant là-dessus, c'est de faire une même activité qu'on va résoudre de différentes manières. Comme ça, on va pouvoir comparer les résultats et pouvoir se rendre compte que, en effet, ce qu'on considérait être la bonne chose à faire ne l'est peut-être pas. Enfin, l'idée d'un point de vue ludification, c'est qu'on va essayer de s'affranchir de l'environnement de certitude. Globalement, quand on a construit notre réalité, elle est très liée à notre contexte habituel. Le fait de passer par des aspects ludiques qui vont faire des métaphores, ou même mettre dans des environnements complètement virtuels, ça permet justement de s'affranchir de cette habitude de certitude et on va éviter un nombre de biais cognitifs, de travers de biais cognitifs, pour justement écouter, réfléchir et apprendre de nouvelles choses. Et chose la plus importante, c'est de laisser parler les faits. Quand on est face à des personnes qui sont en statut d'incompétence inconsciente, juste leur dire qu'ils ont tort, ça ne marche pas. Il y a quelque part, il faut leur démontrer par des aspects simples et pratiques et avec des aspects chiffrés qui sont mesurables. Par rapport à ça, voici quelques exemples de serious game qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Que ce soit le multitasking endgame, que ce soit la culture projet versus culture produit. Donc là, il y a un atelier qui avait été fait d'ailleurs en même temps qu'on avait travaillé sur l'aspect culture projet, culture produit pour ceux qui avaient vu la conf de la dernière fois. Voilà, ce sont des exemples de serious game extrêmement intéressants dans cette phase. Autre phase de transition, c'est l'aspect de passer du statut d'incompétence consciente au statut de compétence consciente. Globalement, on est sur des personnes qui sont assez déstabilisées, donc l'idée c'est de pouvoir leur faire les premiers petits pas et de ne pas leur donner trop d'informations, sinon on va les perdre. Donc globalement, on va faire des mises en pratique des notions via des simulations. On va stimuler les personnes via des compétitions entre équipes ou entre personnes sur une activité justement ludique pour les stimuler à essayer de réfléchir autrement. Ils vont avoir potentiellement des quiz pour pouvoir voir où ils en sont de leurs connaissances et apprendre en même temps. Et on peut aussi imaginer avoir des vidéos explicatives et amusantes. L'idée n'est pas d'avoir justement quelque chose d'extrêmement trop fixé sur le théorique, mais plutôt de se projeter sur quelque chose qui donne envie de pouvoir continuer à regarder et de continuer là-dessus. Quelques exemples d'ateliers encore. Donc le fameux Lego for Scrum, pour ceux qui connaissent, où on utilise des Lego pour construire une ville, par exemple. Troisième phase, c'est là où on va essayer de passer de la partie de compétence consciente à la compétence inconsciente. Globalement, c'est tout l'aspect d'effort et de répétition, mais surtout on va essayer de se challenger sur des cas fictifs en profitant d'utiliser un cadre sécurisé d'un point de vue ludification. Ça va permettre justement d'échouer sans avoir d'impact sur notre travail réel. Donc c'est aussi là qui est intéressant l'aspect de ludification, c'est de pouvoir se sortir d'un travail au quotidien sur lequel on n'a peut-être pas l'autorisation ou la possibilité de faire des erreurs. Là au moins ça permet d'apprendre en faisant des erreurs et c'est de ces erreurs-là qu'on apprend.
D'un point de vue ludification, et là qui est souvent utilisé d'un point de vue RH, et il faut savoir que ça fait partie de la ludification, c'est l'aspect des parcours de montée en compétences. Le fait de voir, ah, tiens, finalement, en ayant fait ces différentes formations, en ayant fait ces différents ateliers, après je pourrais faire ça. En ayant déjà ces compétences, voici ce qui s'offre à moi. Ah tiens, pour faire ce que j'aimerais faire, j'ai besoin d'abord d'acquérir telle chose. Donc si on arrive à ça, à le visualiser, on est totalement dans des aspects ludification. L'intérêt à ce niveau-là aussi, c'est d'avoir des compétences optionnelles qui se débloquent. Donc là où quand on était en train de débuter à apprendre, bah, il n'y a pas le choix, c'est quelque chose de très spécifique, c'est un programme qui est déjà prédéfini à l'avance. Là, on va plutôt pouvoir poser des aspects optionnels en fonction des compétences et des volontés des personnes pour dire, bah tiens, finalement, tu peux aussi trouver là-dessus. C'est pas une obligation de le faire, mais c'est intéressant de le faire. Et les certifications, pareil, c'est extrêmement intéressant pour mesurer sa progression, par exemple. Alors que ça soit des certifications payantes ou pas, c'est encore un autre débat. Parmi des exemples, on a la découverte de vos utilisateurs, le PO Inferno, ces deux sont là qui est orienté sur des jeux de rôle et qui est extrêmement intéressant pour se creuser là-dessus. Petite citation de Raph Koster qui nous dit que c'est justement ce que sont finalement les jeux, des enseignants. L'aspect fun, c'est juste un autre mot pour l'apprentissage. Maxime, avons-nous des questions? Alors oui, on a eu une question à propos des différents profils et des différents mécanismes sur la ludification, Oui, à savoir si c'était applicable aux enfants, par exemple. oui, tout à fait. Globalement, si on parle des profils, enfin, d'ailleurs, on n'est pas un seul profil en tant que tel. En général, c'est juste qu'on a un profil sur lequel on se retrouve le plus, mais ça ne veut pas dire que les autres aspects ne nous touchent pas non plus. Si on parle aussi de l'aspect ludification d'un point de vue apprentissage, c'est d'ailleurs des choses qui sont de plus en plus utilisées d'un point de vue éducatif, hein, et qui ont fait leurs preuves. Et d'ailleurs, si on part encore sur des enfants encore plus jeunes, la première chose qu'on leur donne à faire, qu'on leur donne pour qu'ils apprennent à manipuler et sur des aspects kinesthésiques, c'est des jouets finalement. Et c'est pareil, si on transpose dans le monde animal, la plupart, si on prend des lions qui apprennent à chasser ou à se battre, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils le font en jouant entre eux. Donc l'aspect du jeu est vraiment très présent d'un point de vue justement des enfants ou adolescents et autres. En général, c'est plutôt quand on passe à l'âge adulte où on a tendance à oublier que c'était une option pour apprendre. Parce qu'on est devenu adulte et du coup le jeu c'était pour les enfants. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Je pense, on va laisser. Voilà, c'est Zizou qui avait posé la question. Alors, merci Grégoire. J'en profite pour poser une question à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà pratiqué, joué à des Agile Games? Et si oui, lesquels? Voilà, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Et Grégoire, tu peux reprendre. C'est ça. Et du coup, je vais juste utiliser un dernier exemple qui vient de me venir en tête, hein, qu'un collègue avait mis en place auprès de ses enfants justement. Et il avait ludifié l'aspect le fait que ses enfants se comportent bien ou pas tous les jours. Donc globalement, c'est les enfants qui, à la fin de la journée, allaient mettre une pastille sur le frigo, soit verte, soit orange, soit rouge, suivant comment ils s'étaient comportés. Et c'était les enfants qui eux-mêmes allaient mettre leur pastille. L'avantage de ce collègue, c'est que vu qu'il avait plusieurs enfants, bah, les enfants se regardaient entre eux. C'était même plus un aspect de moi enfant par rapport à mon parent, c'était moi enfant par rapport à un autre enfant. Et ah mince, il a été plus gentil que moi, là généralement sur la semaine, je vais essayer de faire mieux la semaine prochaine. Et ça avait fait des résultats assez probants de son retour. Troisième partie, l'aspect des ateliers de travail. Globalement, sur les ateliers de travail, on va rencontrer une première problématique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure déjà entre la notion d'adulte et enfant. Là, on va voir l'opposition entre le travail et l'aspect ludique. Généralement, on a tendance à les opposer parce qu'on considère que le ludique c'est très orienté sur du fun et le travail est très orienté sur du sérieux. Et globalement, je sais que en tant que coach agile, lorsqu'on intervient en entreprise, des fois ça fait partie des questions de dire ouais mais là on est là pour travailler, on n'est pas là pour jouer. Globalement, ça vient justement de cette méincompréhension. La première chose, c'est que l'opposé de fun, ça n'a rien à voir avec le sérieux. L'opposé de fun,
c'est l'ennuyant. Voire même, certains considèrent que l'opposé de fun, c'est l'aspect qui mène à la dépression. Donc globalement, c'est pas forcément ce qu'on veut. Et par contre, l'opposé d'un sujet sérieux, parce qu'en général on dit être sérieux, mais en général quand on fait la notion de sérieux au travail, c'est qu'on va parler qu'un sujet est sérieux. Son opposé, ça serait un sujet qui soit sans importance. Globalement, pour traiter des sujets sérieux, on peut le faire de façon très ennuyante, ou on peut le faire de façon fun. Les deux ne sont pas forcément opposables, voire même ça peut justement être joint pour avoir un travail qui est ludifié et qui motive les gens à faire ce travail. Si on écoute Gabe Zigerman, la notion de ludification, ah oui, j'en profite, en anglais, ludification se dit gamification. Donc la ludification, c'est le process d'utiliser la pensée ludique et les dynamiques de jeu pour impliquer nos utilisateurs, nos audiences et résoudre des problèmes. Donc on est vraiment sur l'aspect, la ludification a vocation à impliquer les personnes. Globalement, si on veut travailler, c'est bien d'avoir des personnes impliquées. Donc je conseille les aspects de ludification par rapport à ça. Donc, exemple de mise en place de ludification. Le premier élément, c'est sur les aspects de cohésion d'équipe. Généralement, c'est celui qui est le plus fréquemment utilisé et qu'on rencontre. C'est tout ce qui est l'aspect de team building. Donc, on va pouvoir partager des aspects non professionnels entre les personnes. On va être sur la base de partage volontaire d'informations. Donc, on n'a pas d'obligation à partager telle ou telle information. C'est vraiment chacun qui fait ce qui lui semble être le mieux. Et on a la possibilité du coup de créer des connexions. Et ces connexions sont extrêmement importantes pour la suite, pour que les gens puissent avoir envie de travailler ensemble. Voici quelques exemples d'ateliers qui sont intéressants à faire dans ces cadres-là. Un que j'aime beaucoup, c'est celui de deux vérités et un mensonge. Globalement, je vous le résume, parce que c'est une activité assez simple, et que ça peut aussi être utilisé en soirée entre amis. Vous allez énoncer trois postulats. Sur ces trois postulats, il y en a un qui est faux. Et les autres personnes du groupe vont devoir vous poser des questions pour essayer de démêler justement le vrai du faux, pour savoir quel est celui qui est le mensonge. Alors là, ce qui est extrêmement intéressant avec ce petit atelier, c'est que je peux l'utiliser, moi j'utilise très souvent en amont d'interviews par exemple pour les découvertes d'utilisateurs ou d'ateliers persona, parce que ça permet de mettre les collaborateurs dans la bonne façon de penser, à poser les bonnes questions. On n'est plus en train de poser des questions bateau, on est en train de poser des questions qui vont creuser le fond du problème. Et c'est l'atelier justement de vérité et un mensonge qui a permis d'échauffer le cerveau à faire cette gymnastique. Autre cadre pour l'application de la ludification, c'est tout ce qui est l'innovation. L'innovative thinking, comme on le voit souvent. Donc l'idée là, c'est de se mettre en capacité de penser autrement. Très souvent, quand on est dans un cadre travail habituel, on a tendance à avoir des croyances limitantes par rapport à notre contexte. Et notre croyance limitante, c'est lié à tout ce dont on est sûr que ça marche. Voici comment est-ce que notre produit doit marcher. Voici comment est-ce que réagissent nos utilisateurs et voici notre façon de les adresser. Sauf que si jamais on veut faire des aspects innovation, il va falloir qu'on arrête de faire la même chose. C'est ça l'aspect d'avoir des aspects novateurs. Donc il faut justement pouvoir se sortir de ce mode de pensée, de ce cas de pensée et casser les codes. Donc c'est tout l'intérêt du coup d'avoir des ateliers qui nous entraînent à penser autrement. Si on prend le premier qui est l'idée de se mettre dans la peau des concurrents, l'idée, c'est que je l'avais aussi entre autres fait à SWAT, c'est de se dire tiens finalement, si on était un de nos concurrents, comment est-ce qu'on ferait pour nous voler des parts de marché? Comment est-ce qu'on ferait pour débaucher nos employés? Comment est-ce qu'on ferait pour, je ne sais pas, suivant le service qui est fourni? Ce qui est intéressant là, c'est que plutôt que d'avoir un atelier de travail habituel pour améliorer un produit et sur lequel on va réfléchir à qu'est-ce qui manque à ce produit, qu'est-ce qu'on aimerait rajouter en plus, là on va essayer cet atelier va permettre d'être focalisé sur vraiment nos défauts, sur qu'est-ce qui ne va pas, quels sont nos points faibles, et du coup de trouver des idées autres pour l'améliorer. Troisième cadre, ça va être la résolution de problèmes. Comme le disait Gabe Zikerman, c'est l'idée d'engager l'audience pour résoudre les problèmes. Donc on est justement dans cette partie-là qui est la résolution de problèmes. Et donc l'idée,
Premièrement, c'est que l'aspect ludique va permettre de valoriser l'exposition des problèmes. Trop souvent, on a tendance à les mettre sous le tapis parce que, quitte à ce qu'ils nous fassent chuter plus tard, parce que justement, on a cette difficulté à mettre en avant nos problèmes. Là, l'idée de les ludifier, c'est on va pas les voir comme des problèmes, on va plutôt les voir comme des quêtes, comme des challenges à relever. Sur ces problèmes, il y a aussi l'idée de comment est-ce qu'on va visualiser la progression, comment est-ce qu'on avance sur la résolution de ces problèmes. Et on va aussi s'orienter sur des démarches de solutions de focus avec des ateliers, par exemple comme le Remember the Future, qui va vous permettre de vous projeter à 6 mois dans le futur, vous dire tiens, finalement on est dans une période de succès, et à quoi est-ce qu'on voit ce succès. Et le fait de se projeter sur un environnement sur lequel on serait en succès, ça permet de réfléchir à tiens, finalement, quels ont été les leviers qui ont permis d'atteindre cette situation de succès. Et du coup, on va remonter le temps à partir de cette situation idéale. Plutôt d'essayer de se projeter sur qu'est-ce que là, maintenant, il faudrait qu'on fasse maintenant. Enfin, dernier cadre que je présente ici, c'est la notion de prise de décision. La ludification va permettre entre autres de donner des cadres pour donner son avis. Entre autres, c'est le principe aussi des jeux. Sur les jeux, on a des objectifs et on a des règles, parmi d'autres choses. Et là, l'idée d'avoir des règles, ça va permettre aussi le débat. Et le fait de l'avoir ludifié, ça va autoriser les gens à le faire. Ce qu'on veut faire, entre autres, c'est éviter ce qu'on appelle le piège de l'hypo, donc l'hypo highest paid person opinion, où globalement, éviter d'avoir l'avis de la personne au plus haut salaire qui s'impose forcément comme la solution désirable. Parce que parfois c'est la bonne, mais c'est pas toujours le cas. Et enfin, l'idée c'est aussi d'éviter le statu quo. Très souvent, si considère qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour prendre une décision, on a tendance à repousser cette décision, rechercher des informations et finalement, on n'a jamais assez d'informations pour être sûr de pouvoir prendre la bonne décision. Là, l'idée, c'est qu'on va essayer de se mettre en posture de pouvoir prendre des décisions, quitte à y revenir plus tard si besoin, mais au moins s'autoriser à les prendre. Un premier atelier que je vais vous expliquer qui est extrêmement intéressant, surtout pour les product owners ou product managers qui nous écoutent, c'est ce que j'appelle le future poker. Globalement, c'est très utile si vous avez une problématique d'alignement transverse entre différents métiers, différentes parties prenantes. L'idée, c'est que chacune de ces parties prenantes arrive avec sa liste de fonctionnalités qui soit priorisée de la plus importante à la moins importante, avec une petite pile devant lui. Donc certaines personnes vont avoir 2 cartes dans leur pile, d'autres personnes vont avoir 20 cartes, c'est pas grave. Et en début d'atelier, chaque personne va relever seulement la première carte de la pile. Et là, l'idée, c'est que les personnes présentes s'alignent imaginons qu'il y ait 4 participants, sur les 4 fonctionnalités qui sont présentées, laquelle est la plus importante. En général, s'ils ont du mal à dire la plus importante parmi celles-ci, c'est intéressant de leur rappeler des aspects de stratégie entreprise qui sont normalement présentes pour pouvoir aider à l'alignement. Une fois qu'une a été choisie, on va repiocher dans le tas d'où elle venait. Donc globalement, ça pourrait revenir à voir que les 2 premières fonctionnalités qui sortent, c'est celui qui n'avait que 2 fonctionnalités, par exemple. Ou alors on pourrait arriver à la fin de l'atelier à avoir choisi les 10 prochaines fonctionnalités et qu'elles aient toutes été prises dans le tas des 20 fonctionnalités parce qu'on a considéré d'un point de vue global que c'était en effet les 10 plus importantes parmi toutes celles qu'on a pu proposer. Est-ce que nous avons d'autres questions? Bien, écoute, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et du coup, moi, j'ai aussi une question un peu pour tout le monde, à savoir, quel est ce qui vous caractérise le plus à vous qui êtes présent aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt facilitateur, formateur, manager? Enfin, quel est le rôle qui vous amène ici? N'hésitez pas à rentrer dans le chat. Et nous avons une question d'Elisabeth qui demande s'il est possible de revoir les ateliers pour la partie cohésion d'équipe. Un petit retour. Oui. Alors, il faut savoir que ça sera en replay et qu'on a aussi prévu de partager les slides. Mais pas de souci, je peux le faire de suite. Globalement, c'était le 2 vérités, un mensonge. C'était la notion des blasons. Alors, les blasons, on va séparer potentiellement une feuille de papier A4 en 3 parties. Une partie, on va se décrire rapidement d'où est-ce qu'on vient. Une partie à gauche, on va dire finalement quels sont nos loisirs. Et une partie à droite, on va plutôt mettre par exemple nos compétences.
Et l'idée, on va faire ça sur cette feuille, on va mélanger les feuilles, on va la redistribuer aux participants. Et l'idée, c'est d'essayer de retrouver à qui ça correspond. Donc pareil, soit on peut le faire avec des questions autorisées, soit on peut le faire avec juste à l'instinct. Il y a différentes options. La toile d'araignée, c'est plutôt on va lancer une pelote de laine et en parlant d'un élément qui nous concerne, s'il y a une autre personne, on fait un cercle, une autre personne à qui ça fait écho, il va demander à la pelote de laine, on lui envoie et au fil de l'eau, on va donc créer une toile d'araignée en pelote de laine. Est-ce que ça répond à votre question, Elisabeth? Eh bien, écoute, on va pouvoir continuer. Parfait. Donc là, on va passer sur la partie expérience utilisateur. Alors, petit rappel avant tout sur ce qu'est l'expérience utilisateur, parce que très souvent, on a tendance à confondre les notions de design ou d'interface utilisateur avec la notion d'expérience utilisateur. Sur l'aspect design, en général, si on ne va pas assez creuser auprès de l'utilisateur, on va faire ce qu'on pense être la bonne chose pour eux. L'expérience utilisateur, c'est finalement ce qu'ils font pour de vrai. Et c'est extrêmement intéressant dans ces cas-là, non pas d'expliquer à l'utilisateur qui s'est trompé, que c'est pas par là qu'il faut passer, mais de se dire, tiens, finalement, il y a peut-être une opportunité à faire quelque chose qui soit vraiment utile pour l'utilisateur de ce côté-là. Donc, l'objectif d'un point de vue expérience utilisateur et l'intérêt d'utiliser la ludification dans ce cadre-là, c'est de réussir à stimuler un engagement significatif et répété avec votre produit, service ou marque. Donc globalement, dans ces cas-là, on va chercher à comprendre la valeur du produit et les besoins et les motivations de nos utilisateurs et de nos clients afin de trouver quels sont les bons mécanismes de ludification à implémenter. Suivant votre produit ou votre service, ça ne sera pas forcément les mêmes à faire. Première chose à se rappeler, c'est que la loyauté ne s'achète pas. Globalement, il y a très souvent une des méthodes qui est souvent utilisée pour essayer d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent soit sur notre site, soit qui achètent notre produit, c'est tous les aspects de promotion, c'est des offres monétaires ou des choses comme ça. Donc ça c'est très bien par exemple pour ramener des nouveaux utilisateurs, mais sur le long terme ça ne marche pas parce qu'on n'est que sur l'aspect extrinsèque et c'est pas suffisant pour obtenir de la loyauté des personnes. Là, si on a réussi à avoir des personnes juste en leur faisant des remises, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ils vont aller chez un concurrent qui lui fait une remise qui est plus intéressante. Donc, c'est pour ça que c'est pas ça qui permet d'avoir de la loyauté. Pour la loyauté, on va plutôt s'axer sur des aspects de motivation intrinsèque. Donc, globalement, là, c'était Rajaparia dans son livre Loyalty 3.0 qui en a mis en évidence 5 motivations intrinsèques qui étaient liées au mécanisme ludique permettant la loyauté. Donc le premier c'est la notion d'autonomie, donc c'est l'idée de l'envie de diriger nos propres vies et de ne pas être dépendant de personne pour ça. Le second c'est l'aspect de maîtrise. Donc quand on parle de maîtrise, c'est la notion de vouloir s'améliorer, je veux maîtriser un sujet, je veux l'approfondir, le creuser. Le troisième, c'est la notion de but, dans le sens d'avoir un objectif qui fasse sens et de faire quelque chose qui est plus grand que nous. Alors il faut savoir que ces trois premières motivations, ça correspond, si on prend la pyramide de Maslow, au tout premier étage. C'est le tout haut de la pyramide qui concerne les besoins d'auto-actualisation. Alors quand je parle de la pyramide de Maslow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pyramide qui a été faite pour distinguer en 5 niveaux les différents niveaux de besoins. Donc là, sur ces trois éléments-là, on est sur le niveau le plus haut. Donc c'est d'auto-actualisation, on se transcende soi-même. Quatrième motivation, c'est la notion de progrès. Donc la notion de progrès, contrairement à maîtrise, c'était l'aspect je veux découvrir, apprendre de nouvelles choses. La notion de progrès ici, c'est plutôt la notion de visualiser les résultats associés, que ça soit associé à la maîtrise ou au but qu'on veut atteindre. Donc le progrès, lui, il s'apparente plus au second étage de la pyramide de Maslow qui est lié à l'estime de soi. Le fait de pouvoir visualiser des éléments qui concernent le progrès qu'on a fait, ça permet d'améliorer notre estime de soi. Et enfin, la cinquième, qui lui correspond au troisième étage, c'est l'aspect d'interaction sociale. Donc là, c'est vraiment le besoin d'appartenir et d'être connecté et d'interagir avec les autres personnes.
Il faut aussi savoir quand vous allez implémenter des mécanismes de ludification que vos utilisateurs, ils évoluent. C'est-à-dire, au tout début, on va avoir des utilisateurs par rapport à votre service qui vont être novices. Donc là, c'est extrêmement intéressant qu'ils puissent disposer d'éléments de onboarding, des tutoriaux, qu'ils puissent rejoindre des groupes, qui vont pouvoir avoir des aspects qui vont permettre d'attiser leur curiosité ou d'avoir un storytelling qui leur donne justement envie de poursuivre. On est vraiment sur les nouveaux utilisateurs d'un service. Ils ne connaissent pas, donc il faut vraiment les embarquer, il faut les donner envie de finalement continuer à découvrir. Au bout d'un moment, ces utilisateurs vont devenir des utilisateurs réguliers. Donc ça serait dommage de leur répéter à chaque fois le tutoriel, ça serait dommage de leur faire toujours les mêmes rappels d'informations alors qu'ils savent déjà. Ça risquerait justement on risquerait de perdre ces utilisateurs à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi dans la ludification de réfléchir à dans un parcours, notre utilisateur, est-ce que ça fait longtemps qu'il est là ou pas? Et du coup, il y a peut-être des mécanismes qu'on va désactiver et d'autres mécanismes qu'on va activer. Donc, d'un point de vue utilisateur régulier, ce qu'on peut avoir souvent, c'est l'aspect de niveau, l'aspect qui puisse commencer à personnaliser, qui puisse partager d'autres personnes, des notifications pour être informé et rappeler de différentes choses pour pouvoir le garder. Et ça joue aussi sur les mécanismes d'attention là-dessus. Troisième aspect, c'est un utilisateur qui est habitué. Juste qui revient régulièrement, c'est vraiment, il est très accro à votre produit. Donc pareil, là, il va falloir de nouvelles choses pour pouvoir le conserver. En général, ça peut se lier avec des options qui vont se débloquer pour lui, une notion de classement pour qu'il se voit par rapport aux autres, sa capacité à influer sur l'évolution de votre service en donnant son avis ou en donnant des votes avec des commentaires, n'importe. Avoir des challenges qui lui donnent envie de continuer à découvrir de nouvelles choses. Et aussi l'aspect de découvrir des éléments rares. Par exemple, ça peut être des aspects, des orientations VIP, ça peut être différents aspects, mais vraiment trouver un moyen pour dire tiens, ça fait longtemps que je suis sur ce produit, et là j'ai un truc spécial. Et cet élément spécial va faire qu'en plus on n'a pas envie de quitter le produit, parce que sinon on risquerait de le perdre. Donc là on va jouer aussi sur la version à la perte dans ces cas-là. Et enfin, il y a aussi une quatrième façon d'évoluer l'utilisateur, c'est les revenants. Globalement, c'est l'utilisateur qui était parti et qui reviennent sur votre produit, sur votre service. Et globalement, eux, c'est aussi intéressant de gérer ce retour. Ça peut être si on a un produit informatique, ça peut être intéressant d'avoir un résumé des différentes nouveautés qui se sont produites depuis que la personne n'était pas connectée. Mais on peut surtout, des points fondamentaux, c'est d'avoir un message d'accueil pour dire bienvenue parmi nous, et surtout, heureusement que vous êtes de retour. On l'a reconnu, et cette reconnaissance est extrêmement gratifiante pour quelqu'un qui revient sur un sujet. Donc là, je vais vous présenter des exemples d'implémentation qui ont pu être faits par différentes compagnies. La première, c'est sur LinkedIn. Donc je pense que le site est assez connu, mais globalement, on a tout un parcours qui nous présente visuellement le niveau de force de votre profil. Donc clairement, on a ludifié le fait de remplir des informations. Pour nous, ça devient très intéressant, on y voit un intérêt de remplir ces informations. Pour LinkedIn, c'est tout leur business model qui est fait comme ça pour pouvoir proposer les bonnes choses et faire que les utilisateurs payants puissent retrouver les bonnes personnes. Donc c'est un moyen pour inciter l'utilisateur à remplir son profil et justement à devenir un profil qui est intéressant à monnayer pour LinkedIn. Donc d'où l'intérêt de le motiver par rapport à ça. Autre exemple, c'est Waze, où justement pareil, on va essayer de motiver l'utilisateur à partager les différents points, problèmes qu'il rencontre et à faire des kilomètres pour justement pouvoir monter en level. Alors ce qui est intéressant sur l'aspect de faire des kilomètres, c'est que globalement l'utilisateur les aurait fait déjà de base. Donc c'est ce qu'on appelle de la récompense gratuite. L'intérêt, c'est qu'il y a aussi la récompense qui intéresse Waze, mais il y a aussi celle-ci qui est juste de la récompense gratuite et qui a un parcours, et ça marche très bien par rapport à ça. Autre exemple, celui d'Uber. Donc là, c'est Uber, mais côté des chauffeurs Uber. Donc pas nous utilisateurs, mais vraiment les conducteurs. Donc là, il y a tout l'intérêt aussi, si on voit sur la partie de gauche, c'est quels sont les éléments sur lesquels ils ont été plébiscités par les passagers. Donc le fait d'être par exemple sur un niveau trop bas
sur certains éléments, par exemple la propreté qu'on voit tout en bas à droite, hein, bah, ça peut les motiver à dire tiens, il faut vraiment que j'essaie d'améliorer la propreté de ma voiture parce que j'aimerais avoir plus de points là-dessus. Et en même temps, sur les éléments où ils ont le plus de points, c'est un côté où ils apprécient. De l'autre côté, c'est un autre aspect où quand un chauffeur veut finir sa journée, et du coup il veut aller se mettre hors ligne, là Uber a des éléments pour justement le challenger. Là on est sur il pose un défi, c'est ah tiens, il te manque plus que 6 dollars pour arriver à 40 dollars. T'es sûr que tu veux t'arrêter, tu veux pas continuer un peu plus? Parce que globalement ça intéresse Uber qu'il y ait le plus de chauffeurs sur la plus longue période possible et pour avoir justement satisfaire les autres utilisateurs qui sont nous passagers, qui payons. Autre exemple qui est du coup sur Salesforce, où là ce qui est intéressant c'est que non seulement on a la notion de badge, mais on a aussi la progression sur ces badges. Donc on a vraiment ce mix de différents aspects où on sait pas juste j'ai obtenu un badge et il est là ad vitam aeternam et c'est bon. Non, c'est j'ai obtenu un badge, j'ai commencé à travailler dessus, mais en plus je peux améliorer ce badge et potentiellement le remplir au total. De même, on a un niveau global qui permettrait là, dans le cas qui est présenté, de passer de explorer à aventurier. Et là, du coup, en gagnant des points par rapport à ça et un certain nombre de badges. Enfin, je vous parlais des revenants tout à l'heure. Bah, voici un exemple pour des personnes qui se seraient déconnectées pendant très longtemps d'une application ou d'un produit. Voilà, on lui présente, on lui dit bienvenue de retour. Difficile à dire en français d'ailleurs. Et on lui dit qu'il a des différents défis à relever et on lui souhaite bienvenue du coup. Pour citer Andrew Mazensky, la ludification ne devrait pas se résumer au contrôle des joueurs. Cela concerne leur motivation et leur implication. Donc ça c'est extrêmement important ce qui est dit là par Andrej, c'est que le but de ludifier ou de donner des quêtes ou différentes choses comme ça, le but n'est pas, ça devrait pas être là pour les contrôler. C'est pas là pour contrôler vos utilisateurs. On est vraiment là pour leur offrir quelque chose qui leur donne envie. On est vraiment pour les motiver et faire que justement ils veulent continuer à utiliser votre produit par rapport à ça. Alors, dernière petite chose extrêmement importante, c'est qu'il ne faut pas oublier votre produit. Globalement, là quand on est parlé de ludification, on a parlé d'un point de vue de votre produit, d'apporter du fun. Justement de le donner pour motiver les personnes à continuer à l'utiliser ou à avoir l'utilisé. Par contre, votre fun, faut qu'il s'appuie sur le fait que ça soit utilisable. Si vous avez juste mis plein de badges qui apparaissent partout, qui c'est pas lisible ou autre, que c'est pas utilisable, finalement ça sera pas fun pour votre utilisateur et vous allez les perdre. Et encore plus, mine de rien, il faut que ça s'appuie sur des fonctionnalités qui apportent la vraie valeur. Si votre produit il est juste fun et que vous pouvez l'utiliser, mais que globalement ça n'apporte pas de vrai intérêt derrière pour vos utilisateurs, pareil, ça va pas marcher. Donc votre priorité, ça reste de faire des aspects fonctionnels, que ça soit utilisable. Par contre, c'est extrêmement intéressant d'ajouter des touches de ludification. Donc la ludification, c'est vraiment un peu la cerise sur le gâteau. C'est pas votre objectif principal, mais c'est vraiment un des leviers pour faire que vos utilisateurs restent avec vous et continuent le chemin. J'ai aussi mis quelques liens de livres qui sont intéressants. Donc Loyalty 3.0 dont j'ai parlé tout à l'heure sur par rapport aux motivations intrinsèques. L'aspect d'enseigner à partir du fond de la classe de Bowman qui est extrêmement intéressant sur l'aspect où finalement dire d'un point de vue enseignement plutôt que de dire aux étudiants comment ils doivent comprendre. Là c'est plutôt un aspect où on va dire bah tiens finalement on va faire que les étudiants apprennent d'eux-mêmes et le professeur va plutôt être là pour cadrer les réflexions plutôt que pour poser les idées dans la tête des gens. Il va faire réfléchir les étudiants par rapport à ça. Il est extrêmement intéressant comme livre, je vous le conseille. Les innovations de games de Lucoman, donc là qui est beaucoup plus orienté sur les aspects de découverte produit. Il y avait la Product Box qui était citée précédemment dans quelques slides avant. Il est tiré justement de l'innovation de game. Et enfin, la Vérité qui nous motive de Daniel Pink et qui est extrêmement intéressante sur tous les aspects justement des motivateurs intrinsèques ou extrinsèques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Normalement, on a à peu près fait les 45 minutes. Alors, il n'y avait pas de nouvelles questions dans le chat, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser maintenant. J'en profite également pour dire que vous pouvez scanner le petit QR code qui vous mènera vers un questionnaire de satisfaction et je vais également vous copier le lien dans le chat tout de suite. Et comme on disait tout à l'heure, il y a un replay qui sera disponible, entre autres sur le lien qui est tout en bas à droite, hein, où vous pouvez d'ailleurs voir les autres replays des précédents webinaires qu'on a pu faire. Donc n'hésitez pas. Si l'enregistrement s'est bien passé, ça sera dispo. Et j'en profite pour dire merci à Laurent de Coninck qui a partagé justement un kit de fiches techniques. Je viens de le voir en ouvrant la conversation. Et je vous propose aussi à ceux qui sont pas encore déconnectés, est-ce que du coup d'après vous il y avait combien d'icônes, hein, et combien de pictos dans la présentation? Ah, je pense que Laurent a la réponse un tout juste. Pas exactement. On a 2 de 50, 150. Globalement vous êtes encore un peu trop haut. Alors, si je peux donner un indice, il y avait 42 slides à la présentation. Oui, j'ai presque fait autant de pictos que de slides. En fait il y avait 40 pictos. Le piège étant que certains pictos étaient répétés et le challenge était de trouver les pictos uniques, comme dit au début. En tout cas, merci à tout le monde. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc, merci Grégoire, merci à tous d'avoir participé. À SWAT, on s'efforce à vous donner régulièrement des nouveaux webinars. Donc, il y aura la semaine prochaine un prochain webinar sur le leadership. Et du coup, on en profite pour faire coucou à Philippe Bourgeon qui, de souvenir, ça sera lui qui veut l'animer. Olivier Leland, mais Ah, bah c'est Philippe, noté. Philippe a également des sujets dans sa banette. Je me suis trompé de coach. Du coup, merci à tous et à vous les studios.